Les Marrons, roman de Louis Timagène Ouatt, édition 1844. Chapitre 1er. Conciliabule. Le soleil depuis longtemps avait quitté les bords de l'océan des Indes, et la nuit ordinairement si belle et si limpide, secouant ses ombres et sa fraîcheur, sous le ciel brûlant des tropiques, était nébuleuse et ne laissait poindre aucune étoile. Le nègre venait de quitter ses longs travaux pour se blottir et se délasser un peu sur la pauvre natte en paille, unique mobilier de son ajoute-pas. Dans les établissements sucriers, le silence succédait à la voix rauque et terrible du commandeur. Le coq avait fait éclater au loin son premier chant nocturne. C'était le signal du repos. Et si ce n'est un petit oiseau solitaire, le tec-tec, qui, de temps à autre, s'élançait d'une branche isolée et, semblable à l'alouette, s'élevait à pic, en frappant tout à coup les airs de son cri sec et monotone, rien ne se faisait plus entendre au sein de la campagne. À cette heure, en l'année 1833, 4 individus presque nus sortaient d'une même habitation coloniale. Marchant sur la pointe des pieds, ils traversaient chacun par un chemin différent un vaste champ de canne à sucre qui s'étendait comme un vaste tapis vert au pied des Salazes, chaîne des plus hautes montagnes de l'île Bourbon. Ces hommes, à l'exception d'un seul qui était né dans la colonie, étaient des indigènes de la grande île de Madagascar, que le commerce de la traite avait enlevés de leur pays et mis en esclavage chez les Blancs. L'un appartenait à la tribu des Ovas, ou Amboilam, qui paraissent tirer leur origine des Blancs et des Malais. L'autre à celle des Antassimes, de couleur et de traits tahitiens, tribu vaincue et subjuguée, comme la plupart des peuplades de Madagascar, par ces mêmes Amboilam, ayant pour chef le fameux Radama. Le troisième enfin à celle des Sakalaves, descendants des Cafres et des Arabes, et que les Ovas n'ont jamais pu dompter quelque guerre acharnée qu'ils leur aient toujours faite. Mais courbés alors sous le même maître, tous quatre n'étaient pas seulement des égaux en misère, ils étaient aussi des amis qui maudissaient la même chaîne. Au bout d'une heure environ qu'ils allaient ainsi, cheminant à la façon de l'autruche, mais s'arrêtant, prêtant l'oreille à chaque pas, et pour éviter toute rencontre d'hommes, et ne pas se trahir, choisissant toujours des sentiers obscurs et peu frayés, ils arrivèrent presque ensemble à une espèce de muraille hérissée de piquants inabordables et formée par des massifs d'aloès, de raquettes et de sapins, comme on en voit ordinairement plantés pour clôture aux confins des habitations coloniales. Certes, il fallait plus que de la témérité pour oser, surtout le soir, se frayer un passage au travers d'une barrière si dangereuse. Cependant ils s'y mirent, et moitié à quatre pattes, moitié sur le ventre, passant par les endroits les moins fourrés, non toutefois sans y laisser accrocher aux épines quelques lambeaux de leur harde et même de leur chair. Ils traversèrent la formidable clôture, et puis débouchèrent dans une de ces plaines qu'on appelle savanes aux colonies. Là, seul et isolé, un énorme tamarin se dressait comme un grand spectre au-devant d'eux. C'était, aurait-on dit, le génie de l'endroit. Il dominait la savane, et ses branches nombreuses et touffues, qui s'étalaient et se recourbaient autour de lui, formant un vaste cône, y couvraient la terre d'une ombre que le soleil brûlant même ne pouvait tarir. Aussi bien souvent le nègre, errant dans ce lieu aride, accablé de fatigue et de chaleur, avait-il dû recourir à son abri et le bénir comme un dieu protecteur. Arrivé à cet arbre gigantesque, sous lequel on ne pouvait craindre d'être vu, mais d'où l'on pouvait au contraire embrasser de regard tous les points d'alentour, ils s'arrêtèrent les uns après les autres, comme s'ils s'en étaient donné le mot, en se rangeant dessous dans une attitude d'autant plus caractéristique de leur but que l'obscurité de la nuit y prêtait sa majesté lugubre. « Ouais !» dit aussitôt le Sakalave, d'un ton réfléchi, et comme s'il poursuivait, au lieu de commencer une conversation. « Assez, frère, assez d'être esclave. »« Assez, oui, assez comme ça !» répétèrent tous les autres d'une voix étouffée.
Après tout, reprit le même avec chaleur, pour nous, frères, qu'est-ce que la mort? Pouvons-nous la craindre? Qu'avons-nous donc ici dans ce monde? Joie, repos, bonheur? Infâme moquerie. Travail dur, continuel, toujours pour le maître. Coups, misère, servitude sans fin. Voilà le vrai, le réel, oui, voilà notre lot à nous. Et frères, sont-ce là des liens qui cramponnent à la vie? Je la maudis, cette vie, oui, je la maudis, car j'y suis comme dans la fournaise du volcan qui pétille là dans le morne. Aussi le sommeil, bon Dieu du maître de l'esclave, n'est plus pour moi qu'un fuyard, un vieux marron. Mais reviendrait-il encore que je le repousserais, tel qu'un mauvais envoyé? Nos mots n'ont pas à se laisser tromper. Le noir qui dort sous le joug, c'est l'animal qui dort dans la boue. C'est un damné, frère. Il peut grogner, mais il ne sortira pas des griffes qui le serrent. J'ai là encore, tourmentant ma tête, ce moment si horrible où l'on m'arrache de la grande terre, de cette terre où j'ai tout laissé, où des trafiquants rapaces me couvrent de chaînes et, tel qu'un ballot de coton ou de sucre, me jettent et m'arriment dans la cale d'un navire. Ah, comment donc, à la vue de ces odieux commencements de ma dégradation, ai-je pu comprimer et retenir les élans de ma révolte? Comment, pour leur ravir au moins la rançon de mon esclavage, ne me suis-je pas tué, en m'étranglant sous les yeux même de ces contrebandiers barbares? Mais ma mère, oui, ma mère, la voyant enchaînée près de moi, sa vue m'a étourdi, m'a désarmé. Force ou faiblesse, n'importe. J'ai pensé qu'il fallait vivre, sinon pour moi, du moins pour elle. J'ai pensé qu'avec le temps d'ailleurs, je pourrais peut-être, à force d'habitude et de combat, limer ou briser ma nature, étouffer les cris de ma conscience, oublier l'indépendance, le pays, la famille, enfin me résigner, me soumettre à mon sort d'esclave. Hélas, à quoi m'ont servi cette épreuve et cette longanimité du joug? J'ai vu ma mère tomber ensanglantée sous le fouet du commandeur. Je l'ai vue tuée, morte, et je n'ai pu la secourir, la venger. Ah, frère, on n'est pas seulement le bœuf qui traîne la charrette. Malgré tout, il vous reste encore, quoiqu'esclave, un sentiment, un instinct d'homme. Et cet instinct s'est réveillé chez moi avec un redoublement de cris que je ne puis rendre, mais que chaque coup de la lutte n'a fait qu'augmenter. Et voilà qu'au lieu de m'être assoupli, dompté, je suis devenu un véritable caïman. Mon cœur s'est repu de tant d'aversion pour l'esclavage et de tant de haine contre la race des maîtres, que maintenant j'en regorge au point, frère, d'être capable même de me venger lâchement. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.